Je vais laisser la main à Audran qui va vous parler de comment on soude des cartes. Tu as 30 minutes. Non, là, il a un peu plus de temps, je lui gagne 10 minutes. Il ne faut pas qu'il hésite à trop. Oups, oups. Tu veux pencher. Vas-y, meuble. Meuble micro. Surtout le premier débit qui m'intéresse. C'est Gorda qui Gorda me sera arrête. Je veux. Prends ça. Ah, on a perdu la caméra. Chapeau chinois. Ah non, c'est l'écran. On n'a pas vu l'écran. Oui, nickel. Ça marche. Je change. Ouh là là. Oh, c'est beau. Oh, c'est magnifique ce fond. Je suis heureux. J'espère que vous l'êtes aussi. Donc, bienvenue pour cette formation sur la soudure. Alors, ça va être assez élevé. Pensez à noter les questions. Il y aura toujours à la fin la fameuse slide de questions. Donc, en gros, sur cette formation soudure, je ne vais pas vous expliquer ce que vient de faire Kanika, c'est-à-dire comment concevoir la carte ou même comment la faire fonctionner derrière. On va vraiment se concentrer sur le processus de la soudure. Donc, au niveau du plan, on va passer un petit peu d'abord sur les principales généralités. Qu'est-ce que c'est que la soudure? Un tour des outils. Et puis, on va s'intéresser aux différentes catégories de composants et comment on les soude. Donc, les composants traversants, les composants CMS. Il y a aussi de la soudure qui se fait sur les fils électriques et puis d'autres cas un peu plus particuliers, on verra. Il y a la technique de soudure par refusion qu'on évoquera, le dessoudage, parce que ça arrive de faire des erreurs ou de vouloir récupérer des composants. On va faire aussi un petit passage sur tout ce qui concerne l'entretien du matériel, le nettoyage. Et puis, ce qui vient après la soudure, on va quand même l'évoquer, parce que vous allez voir, il y a peut-être des allers-retours à faire avant de passer réellement à mettre en route la carte. Donc la soudure, c'est quoi? Pour ceux qui ne savent pas, c'est on va mettre en fusion un allège de métal pour établir une connexion électrique mécanique durable entre deux points dans le but de faire passer un courant électrique. C'est typiquement le processus qu'on utilise pour fixer les composants sur les cartes électroniques et constituer le circuit et les fonctions qui en découlent. Pour ça, on utilise généralement un fer à souder, puis on va voir juste après qu'il n'y a pas que ça. Il y a besoin de la carte électronique ou, si vous le voulez, vous pouvez souder les composants entre eux. Vous pouvez souder des fils entre eux. Mais grosso modo, vous avez besoin de 2 bouts de métal, quand même, minimum. Il y a 2 grandes façons de faire de la soudure. La première, elle vous concerne majoritairement. Ça va être la soudure en manuel. Et puis, il y a des processus qui vont être semi-automatiques ou automatiques. Là, on est plus dans le domaine de l'industrialisation. Dans une considération de culture générale, je viens vous en parler, même si, normalement, si ce n'est pas votre métier, vous n'allez pas avoir à travailler avec ce genre de processus-là. Il y a aussi le fait que quand vous faites de la soudure, on n'est pas obligé de faire un apport de métal. Il y a des méthodes alternatives, notamment on va rentrer en force des composants dans les cartes électroniques. On va écraser des microfilins en or sur des pads. Ça, c'est ce qui se passe quand on est à l'intérieur des composants électroniques, où il y a aussi des parties en métal que vous voyez électriquement. Et puis il y a des procédés chimiques qui permettent d'établir des liaisons par dépôt de métal. C'est en premier lieu ce qui se passe quand il y a une conception de carte électronique, puisque le PCB, c'est ni moins que des bouts de métal reliés entre eux par des pistes. Au niveau de la soudure, le plus grand principe qui va être important pour vous, c'est de réussir à faire une soudure qui n'est pas polluée. La soudure, vous avez plusieurs matériaux, plusieurs types de composants métalliques qui vont se mélanger, et comme tout composant chimique, il évolue dans le temps en fonction de ce qui l'entoure. En l'occurrence, principalement la chaleur que vous allez lui apporter, mais aussi l'air ambiant. Vous le savez tous, quand vous laissez un clou dehors, il va rouiller à cause de la pluie. C'est pareil pour la soudure, le fait qu'il y ait de la chaleur, ça va l'oxyder. Et en fait, cette oxydation, elle n'est pas capable d'adhérer métal à métal, donc vous ne voulez pas qu'il y en ait. Donc le plus gros défi que vous avez quand vous soudez, c'est d'éviter d'avoir une panne qui va être oxydée. La panne, c'est le bout de fer à souder. Et les pads et les pattes des composants que vous voulez relier.
Vous avez quelques exemples en photo de type de soudure où c'est oxydé. Donc, vous voyez qu'en fait, quand c'est oxydé, ça devient un peu au mieux terme, si ce n'est chargé de petites aspérités. Et ça, c'est pas très bon. On le voit bien avec les deux exemples de panne. Hein. Quand la panne est toute noire avec des taches noires, c'est pas bon, il faut qu'elle soit bien lisse. Si vous regardez un manuel de soudure, on vous dit qu'il faut que la panne elle soit brillante. Ben, c'est de ça dont on parle, c'est qu'on ne veut pas qu'il y ait d'oxydation à la surface de votre panne, parce que ça va empêcher la chaleur de passer de votre panne aux composants que vous voulez souder. Et de la même façon, quand vous avez terminé votre soudure, si vous avez réussi à souder sans ramener de l'oxydation, vous allez avoir une pastille qui va être brillante, comme sur la photo, par opposition à celle qui est à côté, qui est un peu plus terne. Après, une pastille terne ne veut pas forcément dire qu'elle est oxydée, elle peut aussi avoir refroidi un peu trop vite. Les outils principaux que vous allez être amenés à utiliser. Donc, bien évidemment, il y a le fer à souder, c'est l'outil de prédilection de la personne qui fait un robot. Ça compose de quoi? En général, vous avez une base, pas obligatoire, parfois c'est directement intégré dans la poignée, et vous avez le stylet qui se termine par une panne. Donc il y a la partie où vous le tenez, il y a la partie où il ne faut pas le tenir. Si ça sent le poulet quand vous le tenez mal. C'est un t-shirt qui est comme ça, qui est très bien. Et il résume qu'il y a une zone qui est chaude et il y en a une qui a une température tolérable. Vous avez différents types de pannes en fonction des composants que vous allez souder. Globalement, vous n'avez pas forcément besoin d'avoir une panne super fine pour faire des petits composants, de la même façon que vous n'avez pas besoin d'une panne énorme pour souder un gros truc. Ce qui va surtout être important, c'est la puissance du fer à souder et sa capacité en fait, à transmettre la chaleur à travers cette panne. Plus la panne est fine, moins il y a des sections dans lesquelles la chaleur peut passer, et donc moins c'est facile de chauffer en bout de panne. Donc parfois, c'est pour ça que je dis qu'il ne faut pas forcément chercher toujours la panne la plus petite. Même pour des composants très petits, une panne qui a une pointe de 1 mm à l'extrémité, ça marche bien. Il n'y a pas besoin d'aller acheter une panne avec une extrémité qui fait 0,2 mm. À moins que vous fassiez vraiment des composants submillimétriques, ça ne sert à rien. Par contre, c'est vrai que quand vous faites une soudure, par exemple, de câble de batterie, là vous avez besoin un peu de chaleur qui passe, vous prenez une grosse panne parce que la panne d'1 mm, vous allez juste attendre 50 ans que ça chauffe et à la fin vous aurez une soudure qui sera lisse, soudure froide, donc ça ne sert pas. Vous avez la panne, je vous ai dit, on ne veut pas d'oxydation, donc vous avez besoin de la nettoyer régulièrement. Et pour ça, il y a deux méthodes principales. La pelote de laiton, vous avez en haut, et l'éponge imbibée. Donc l'éponge imbibée, j'y reviendrai. La pelote, c'est pas mal, par contre, ça n'enlève pas beaucoup de soudure. L'objet de ces deux choses-là, c'est tout simplement de vous aider à enlever l'excédent de soudure qui est sur votre panne, qui sera probablement, où vous le faites, oxyder. Pour justement laisser la soudure propre qui est en dessous. Donc c'est utilisé quand on nettoie le fer. Il y a le matériau d'apport qui va être le fil d'étain. Donc en fait c'est de l'étain mélangé à d'autres composants métalliques. Il y a parfois de l'argent, parfois du plomb, qui en général est aussi composé d'une petite quantité de rosine. En son centre, la rosine c'est quoi? En fait c'est un petit peu une sorte de couche de protection qui va naturellement se mettre par-dessus l'étain, qui va l'isoler de l'air ambiant, donc réduire sa capacité à s'oxyder rapidement. Si vous n'avez pas assez de rosine, alors soit vous mettez de la rosine comme vous avez en pâte ou en tube autour de la zone que vous voulez souder et vous soudez dedans, un peu comme si vous mettiez une goutte d'eau et que vous vouliez mettre, je sais pas moi, une feuille à l'intérieur. Enfin c'est un peu bizarre comme analogie, mais vous l'utilisez comme matériau de protection. Et vous avez des outils qui servent à enlever l'étain. Donc la tresse à dessouder et la pompe sont les deux principaux. La tresse, le principe c'est comme pour le sucre et le café, vous allez utiliser un maillage de fil de cuivre pour aspirer la soudure que vous voulez la retirer en opération de dessoudage. Et la pompe est dessoudée, là c'est une action mécanique puisqu'en fait c'est une sorte de petit aspirateur à main où ça va aspirer d'un seul coup la soudure que vous avez préalablement chauffée avec le fer. On va passer un peu vite sur les outils intermédiaires et les outils complexes, mais grosso modo, quand vous soudez, ça dégage de la fumée. Pour éviter d'en prendre plein la figure, ça peut être pas mal d'avoir ce qu'on appelle un extracteur fumée. Grosso modo, c'est un ventilateur avec devant un filtre à charbon actif qui va essayer de faire en sorte que ça ne pue pas trop dans l'atelier. L'inconvénient, c'est qu'il faut le mettre très proche de là où vous soudez pour que ce soit efficace. Les stations de soudure à air chaud, donc là, le principe, c'est qu'on ne va pas apporter de la chaleur avec une panne qui est chaude, mais directement avec un flux d'air chaud. C'est particulièrement utilisé quand on travaille sur des composants montés en surface ou quand on fait de la soudure par refusion. Vous aurez un exemple tout à l'heure de son utilisation. Ça peut servir aussi quand on utilise la gaine thermo pour faire
câblage. Et puis en dessous, vous avez un exemple de foire fusion. Là, c'est le procédé de refusion. On reviendra aussi dessus plus tard, mais ça ressemble à ça. C'est une sorte de tiroir qui permet d'avoir une cavité chauffée avec une température contrôlée dans laquelle la soudure de refusion va faire. Pour pouvoir couper les pattes des composants, couper les fils, pince coupante, réservez les petites pinces coupantes vraiment pour les petites sections. À chaque fois que vous achetez une pince, normalement c'est indiqué dessus. Vous voyez là sur le manche les sections que vous pouvez couper avec. Faites attention, si vous ne respectez pas ça, vous risquez de les abîmer très vite. Et quand ce n'est pas toujours donné, prenez le temps de regarder ce qu'il y a dessus. Vous avez la Bruxelles aussi qui est pratique pour manipuler les petits composants type composants CMS. Donc ça c'est une simple sorte de pince à épiler avec un bout assez fin. Il y a plusieurs tailles. Et grosso modo, tester parce qu'il y a tout et n'importe quoi comme qualité sur ces outils-là. Pour pouvoir souder sur des composants qui sont un peu petits, vous avez la possibilité d'avoir une loupe binoculaire. Ça c'est tip top parce que vous avez vraiment des gros grossissements jusqu'à x45 sans problème. À défaut, une lampe avec une loupe, c'est déjà pas mal. Ça vous permet d'avoir déjà un bon éclairage sur le plan de travail et puis du coup un zoom sur la zone où vous travaillez. Il y a du scotch. Ça peut paraître un peu bizarre, je vous rassure, on ne va pas tenir les composants avec. Le but, c'est juste de protéger des zones, maintenir des composants, des câbles en position. De façon générale, c'est un scotch qui est un peu le scotch des électroniciens parce qu'il tient bien la température, c'est-à-dire qu'il ne va pas fondre à la température du fer. Il est relativement inerte par rapport, il ne va pas faire de dépôt de colle sur le PCB, etc. Et il est très très fin. Donc vous pouvez quasiment glisser sous des composants. J'ai déjà vu des gars qui laissaient un bout de capton sous un composant, soudaient le composant par-dessus en se disant que le jour où j'ai besoin de le dessouder, ça fait la tirette. Ça fait un truc pour décoller le composant. Alors il faut chauffer les pads, hein, mais j'ai déjà vu. Et là, c'est des outils que vous ne verrez probablement jamais dans votre vie de tous les jours, mais si jamais vous avez la chance, tant mieux. Vous avez la possibilité d'avoir des bains d'étain. Donc là, on ne chauffe pas le fil de l'étain, on fait carrément un bain d'étain en fusion dans lequel on va pouvoir tremper des composants ou des cartes électroniques. Donc c'est assez violent. Vous avez des stations de préchauffage qui peuvent aussi se transformer en stations de soudure pour les composants en refusion. Là, le principe, c'est la plaque est chaude et tout ce qui est dessus va soit vous rapprocher la température de la carte de la température de fusion d'étain, donc derrière c'est plus facile de dessouder des composants, soit carrément les souder quand vous êtes en refusion. Alors là, c'est la Rolls-Royce. Vous avez l'inspection optique automatique. Donc c'est des machines qui vont simplement photographier votre carte électronique et regarder pour vous qu'est-ce qui est mal soudé. C'est vraiment utilisé dans l'industrie, pas du tout pour les cartes amateurs. Et encore plus loin, vous avez la carte à rayon X qui, elle, va regarder sous les composants, parce que oui, il y a des composants, les soudures se font dessous. C'est notamment le cas pour les processeurs dans les PC, les composants très compliqués avec beaucoup de pins. Ça, par contre, ça peut vous être utile. Moi, je les utilise. Les aiguilles sont pratiques parce qu'elles sont très rigides et très fines. Donc, pour pouvoir manipuler les petits bouts de soudure, les petites billes, les pattes des composants, ça peut être utile. Pareil pour le scalpel, si vous avez du pistel coupé, des zones à gratter, ça peut être pas mal. Après, vous avez l'exemple du fer Bruxelles. Donc, ça, c'est un peu aussi un outil Rolls, c'est-à-dire que quand vous devez décider des composants pour deux pattes, là, vous avez juste deux fers qui sont en mode pince Bruxelles et c'est assez pratique. Et le gabarit de rebillage, c'est destiné à des composants très spécifiques qui sont des GA, c'est-à-dire des composants avec des billes qui sont directement soudées sous le composant. Et en fait, il y a une matrice avec plein de billes. Pareil, sur une carte électronique, il y a une série de pads. Vous posez le composant dessus et en chauffant l'ensemble avec de l'air chaud en général, ça va souder partout. Sauf qu'en fait, quand vous dessoudez ces composants-là, jamais les billes viennent bien. Et donc il y a des setups pour pouvoir remettre des billes sur le composant. Vraiment, vous ne verrez pas ça, mais c'était juste pour... Je trouve que le setup est sympa, donc j'ai mis la photo. Alors, on va venir à la partie importante de la présentation. Je ne sais même pas si j'ai tenu le délai. Voilà, j'ai pris 15 minutes pour les trucs inutiles. Alors, la première question, c'est la température du fer. Ça ne sert à rien de mettre votre fer à 450 degrés la plupart du temps, ça ne sert à rien. Comme je vous l'ai dit, le but, c'est vraiment de travailler à maximiser la conduction de la chaleur, plus que de surchauffer l'étain. Plus vous chauffez, plus ça s'oxyde vite. Donc vous avez tout intérêt à avoir une température modérée. Moi je conseille 320, 350 quand vous avez des grosses soudures. Là où vous montez à 400, c'est quand vous faites vous avez besoin de souder des gros fils pour les batteries, ce genre de choses. Mais sinon ça n'en vaut pas la peine. La mouille et la panne.
Donc ça, c'est une expression que j'utilise pour amener à la fois de l'étain, mais surtout de la résine sur la panne. Ce que je vous présente, il faut le préciser, dans cette présentation, c'est les méthodes que j'utilise. C'est-à-dire qu'il y a plusieurs façons de souder. Moi, je vous donne celle que je pratique et qui m'apporte satisfaction et marche dans la vie de tous les jours. Après, il y a d'autres façons de faire. Ce que je fais toujours quand j'ai mon fer qui est chaud, c'est que bon, je vais nettoyer la panne avec l'éponge, je vous montrerai le mouvement après, et avec de l'étain, j'amène mon fil d'étain dessus, je fais une petite boule dessus, et je grossis cette boule jusqu'à ce qu'elle enveloppe tout le bout de la pointe. Et après, je fais tourner mon fer avec la boule sans la faire tomber, de façon à être sûr que tout le cône de mon fer a été au moins à un moment donné trempé dans de la soudure. Et normalement, après ça, quand je donne un petit coup pour faire chauffer, enlever la boule qui pend sur une surface qui ne brûle pas de préférence, et qu'ensuite je passe un coup de mon fer dans l'éponge, en général le fer derrière il est nickel et il est prêt à faire de la soudure. Alors il ne faut pas traîner, hein. Une fois que vous avez fait ça, vous passez tout de suite à la soudure. Mais en général, quand on met le fer en route, c'est pas mal de commencer par ça. Donc, vous avez mis votre composant à travers le trou. Donc, ce que vous voyez sur la photo, là, c'est la patte d'une résistance qui passe à travers le trou qui lui est dédié. Et la première chose que je fais, c'est que je vais poser mon fer sur la pastille. Pas forcément directement sur la passe, mais je le pose sur la pastille. Pourquoi d'abord sur la pastille? Parce qu'en général, sur votre carte électronique, il y a plus d'inertie thermique que sur la patte du composant. L'inertie thermique, c'est quoi? C'est qu'il y a connecté à votre pastille, il y a un volume de métal qui doit préalablement être chauffé pour que la surface de votre pastille soit à la température nécessaire à la fusion de l'étain. Lorsque ça c'est fait, moi j'apporte toujours un petit peu de soudure, non pas sur la pastille ni sur la pâte, mais directement sur la panne du fer, juste pour être sûr que j'ai une première boule qui est dessus. Cette étape-là, elle n'est pas obligatoire si vous venez de nettoyer votre fer, mais ça permet juste une dernière fois avant de passer la soudure de vous assurer que votre panne est bien propre. Parce que si ça adhère pas, c'est qu'il n'est peut-être pas assez propre et du coup ça peut valoir le coup de la nettoyer. Juste derrière ça, je vais amener mon fer toujours avec un petit peu de soudure dessus et en contact avec la pastille, je l'amène au contact de la pâte du composant. Et cette fois-ci, je fais l'apport vraiment qui va finir à faire la soudure, où il faut que, en général, je viens par l'opposé de la pâte et je glisse le long de la pâte jusqu'à atteindre ma panne de fer, pour que ça fasse, comme vous voyez sur la photo du milieu, une sorte de petit bloc entre la pâte et le fil. Et une fois que ça c'est fait, je retire mon fil d'étain et je vérifie que mon fer qui est bien en contact avec la pastille et la pâte va avoir la soudure qui va se propager sur toute la pastille. Il faut que la pastille soit entièrement recouverte de soudure et il faut que la pâte soit entièrement recouverte de soudure. À la fin, ça doit faire une sorte de petite pyramide pour que ce soit bien soudé. Et une fois que ça c'est fait, je peux enlever mon fer. J'ai mis en bonus la photo où avec la petite pince coupante, je vais enlever la pâte qui dépasse. Un truc qui peut être très utile, surtout si vous êtes sur des petits composants, c'est de faire attention à la position de votre main. Les fers à souder, ça se tient à peu près comme un stylo. Comme je l'ai dit tout à l'heure, ne le tenez pas par la partie métallique. Évitez de le tenir à bout de bras n'importe comment, parce que sinon vous allez forcément bouger. Et pour maintenir un contact qui permet le transfert de la chaleur, il ne faut pas bouger. Donc, prenez le temps de poser votre main sur la table, d'avoir des bons appuis, et c'est vraiment la clé pour ne pas bouger quand on soude, parce que c'est un processus qui est en général assez méticuleux. On passe aux composants montés en surface. Donc là, il y a des petites différences avec la soudure d'un composant traversant. Le premier, c'est qu'on commence par mettre de la soudure avant de mettre le composant. Ça, c'est si vous voulez souder un par un, parce qu'on verra après, en refusion, c'est différent. Moi, ce que je fais, c'est que je commence par mettre de la soudure sur un pad. Donc, je fais un petit bloc de soudure sur un seul des pads du composant que je veux souder. J'amène le composant à côté, je le positionne. Alors, parfois, par exemple, dans le cas des résistances, j'aime bien le poser à côté de là où je veux souder. Lâcher le composant, qui se mette bien à plat sur le PCB, et seulement après le reprendre avec la brossette pour le glisser tout doucement pendant que je maintiens le bloc de soudure chauffé. Je le glisse tout doucement sur la pastille que j'ai avec ma soudure. Et une fois que c'est bien mis, je vérifie que c'est bien aligné. Éventuellement, je donne un petit coup avec la pince pour corriger l'orientation du composant. Et une fois que c'est fait, je lâche le composant. Si c'est un gros composant, j'aime bien le tenir en posant ma brossette dessus. Et après ça, je retire mon fer. Comme ça, je vais avoir une patte de mon composant qui va être, avec le composant bien positionné, soudé.
Et si jamais je me suis trompé, que c'est pas bien mis, etc., je peux toujours venir réchauffer ma pâte pour changer un petit peu l'orientation du composant. Une fois que j'ai vérifié que c'était bien positionné, je peux passer à la soudure des autres pads. C'est être le principe. Là, on reprend le principe de la soudure de traversant, c'est-à-dire que je viens d'abord sur mon pad, je fais mon apport de soudure, je viens sur mon pad, je fais le contact avec la pâte, je fais mon apport de soudure, et je passe à la pâte suivante. Il n'y a pas forcément besoin de ne pas toucher les autres pads, puisque la soudure, c'est comme l'eau, ça a une tension de surface, et si vous avez suffisamment de rosine, ou si vous en avez rajouté, si vous avez rajouté du flux, le flux c'est de la rosine juste un peu complète, les soudures ont tendance à vouloir rester là où il y a du métal. Donc comme entre les pads des composants il n'y a pas de métal, si vous ne mettez pas trop de soudure, normalement ça ne fait pas des ponts de soudure. On verra après comment on peut les enlever aussi. Par rapport au fil et autres éléments à souder, donc le fil, il y a une prérequis, c'est qu'en général les fils ils ont plusieurs brins à l'intérieur et que ces brins-là, pour pouvoir les souder, il faut qu'ils soient tous pris dans la soudure. Donc on fait une opération avant la soudure même du fil qui consiste à étamer le fil, c'est-à-dire à noyer de la soudure, noyer les brins ensemble dans de la soudure. Donc moi la méthode que je conseille, c'est d'abord vous dénudez votre fil. Parfois avant de complètement retirer la partie plastique, j'aime bien faire une petite torsion avec les doigts, comme ça je suis sûr que mon fil est bien torsadé. Et en le faisant avec la gaine que je suis en train d'enlever, j'évite de mettre mes doigts dessus. Parce que mes doigts, il y a un truc qui est dessus, ça s'appelle de la graisse. Pas parce que j'aime ça, mais parce qu'on en génère tous. Et ça, c'est pas bon, ça crée une pellicule isolante entre la pâte du fer et le fil. Donc essayez de ne pas toucher, que ce soit le PCB, les composants ou du coup les fils, avec vos doigts, sauf si vous êtes lavé les mains récemment, parce que ça ne va pas aider à souder. Au besoin, vous les nettoyez avec de l'alcool isopropylique avant, ça peut aider, mais pour un fil, c'est too much. Il était protégé à 2 secondes, autant en profiter. Donc là, on voit sur la photo du milieu que j'ai mon fil qui est bien torsadé, j'ai fait mon petit apport de soudure sur la pâte du fer, j'amène mon fer en contact avec le fil par derrière, et par devant, j'amène mon étain. Et en fait, très très vite, je vais pouvoir avoir un apport assez conséquent d'étain. Là, il n'y a pas trop de limite, c'est un peu comme quand je nettoyais mon fer. Je fais un apport assez conséquent et je glisse le long du fil si c'est nécessaire. Et vous voyez que sur la photo en bas à gauche, j'ai laissé une bonne boule de soudure sur mon fil. Ce que je fais, c'est qu'après, je reviens avec mon fer, je soulève et j'utilise l'élasticité du fil pour projeter l'excédent de soudure. Et au final, vous vous retrouvez en bas à droite avec un fil qui est vraiment avec le strict minimum de soudure, donc il passera sans problème dans les trous de vos cartes électroniques, etc. Mais qui est bien étamé. Il y a juste 2 choses auxquelles il faut faire attention quand vous étamez des fils. C'est ne pas chauffer excessivement. Il y a certains types de gaines qui sont sur la plupart des fils, des gaines PVC qui sont sensibles à la chaleur. Donc évitez de rapprocher trop votre fil de l'extrémité en plastique que vous avez dégainé. Et évitez aussi de laisser trop longtemps le fil dans la soudure parce qu'elle a tendance à remonter par capillarité dans le fil. Et en fait, c'est pas très bon d'avoir trop de soudure à l'intérieur de la gaine du fil. Pourquoi? Parce que quand il y a de la soudure comme ça entre les brins, ça rigidifie le fil et si c'est rentré dans la gaine, comme elle ne va pas passer à travers le PCB, ça va faire une zone dure de votre fil en partant de la carte. Et ça fait un peu comme un bas et si vous voulez tordre le fil, en fait ça risque de casser votre fil à l'intérieur de la gaine dessus, donc c'est possible d'éviter. Soudure sur PCB, donc c'est comme un composant traversant. Il faut juste faire attention à ne pas faire ça trop longtemps parce que du coup ça peut abîmer votre gaine. Et puis pour la soudure fil à fil, trouvez un setup idéalement, vous arrivez à prépositionner les fils en parallèle comme sur la photo. Et vous faites après comme si c'était un étamage, sauf que vous mettez moins d'étain parce qu'à la fin il ne faut pas en laisser trop. Et si jamais vous mettez de la gaine thermo, n'oubliez pas de la mettre avant de souder les fils. La brasure et les autres utilisations de la soudure avec des fils. Là, par exemple, j'ai fait un assemblage d'un PCB bleu sur un PCB vert en soudant des pads qui sont sur les bords des composants, des PCB. Ça peut servir à faire des soudures. C'est pas vraiment un usage classique de la soudure, mais des fois, pour faire des petits robots, ça peut être utile. Vous avez aussi de la soudure dans des contacts pour certains connecteurs. Dans ce cas-là, vous avez en général un tube dans lequel vous pouvez mettre le fil ou un
une demi-lune dans laquelle vous venez de poser. Vous pouvez mettre un peu d'étain en amont là-dedans, mais le mieux c'est quand même de mettre le fil d'étamé dedans et de faire un apport par l'extrémité et de surveiller en fait la quantité de petites bulles qui vont remonter de ce tube parce que ça vous indique qu'il y a de l'étain qui est en train de descendre le long du tube pour prendre la soudure jusqu'à l'extrémité du fil au fond de la cavité. J'en ai parlé brièvement, il y a la gaine thermo, donc avec un fer à air chaud, éventuellement un décapeur si vous n'avez pas un décapeur thermique, si vous n'avez pas de fer à air chaud. La gaine thermo, c'est quoi? C'est une gaine en plastique en fait qui, lorsque vous la chauffez, va changer de diamètre. Donc on l'utilise souvent sur les fils. C'est assez pratique pour protéger les extrémités de câble et surtout protéger les soudures fil à fil. Il y a différents diamètres de rétractation, différentes couleurs. Il y en a avec de la colle sur le bord intérieur qui vont faire une sorte d'étanchéification. Enfin, là, il faut un peu explorer le domaine, c'est un peu à part. La soudure par refusion. Donc, le but, c'est de souder des composants CMS montés en surface. Et en fait, on les fait tous d'un coup. C'est-à-dire qu'au lieu de faire composant par composant, patte par patte, pardon, on va mettre de la pâte à l'avance, qui en fait, vous voyez sur la photo en haut à droite, est une sorte de pâte de micro-billes d'étain. Et quand on pose les composants dessus, ils tiennent un peu, et quand on chauffe la carte, ces billes-là fondent, s'amalgament et constituent la soudure qui vont connecter les pattes des composants au plastique du PCB. Donc, pour l'appliquer, on le fait soit à la main, soit avec un dispositif qu'on appelle un stencil. Vous voyez sur la photo avec la petite raclette, c'est une plaque de métal avec des trous qui correspondent aux pattes des composants. On l'oriente sur la carte électronique soit avec un setup spécifique, soit avec comme là des 3 PCB qui entourent la carte et la matrice, le stencil qui est aligné sur les pads, et puis après avec une raquette, une carte de crédit ou ce que vous voulez, vous allez racler la pâte qui va du coup rester dans les trous de cette plaque, et puis après vous levez la plaque, le stencil à la verticale, et vous vous retrouvez avec, comme sur la carte en rouge en dessous, des pads qui vont être complètement noyés par-dessus, par de la pâte à base. Ça, c'est la première étape, parce qu'après, bien sûr, il faut mettre les composants dessus. Donc là, j'avais fait une petite vidéo à l'époque. Nous, on a une machine, ce qu'on appelle de pick and place. Donc en fait, on a une petite ventouse qui aspire les composants et qui permet de les poser. Donc vous en faites pas, il y a une vue plus grosse, mais c'est pour vous montrer que en gros, je viens d'un bac, je prends mon composant et je le pose sur mes blobs de pâte à braser. J'attends un peu que la vidéo avance. Donc en fait, j'ai des tout petits composants. Et une fois que j'ai fait tous mes composants, je vais passer la carte entière dans ce qu'on appelle un four à fusion. Donc, ça a relancé la vidéo. Voilà. J'ai mis quelques QR codes au long de la présentation. C'est des vidéos qui vont un peu plus loin que ce que je dis à l'oral. Donc, sur l'image en haut à droite, là, je suis en train de le chauffer avec un fer à air chaud. Ça correspond à le faire à la main, parce que vous pouvez aussi faire des composants individuellement comme ça. Et sinon, vous avez le fameux four à fusion que je vous ai montré un peu plus tôt, qui va lui avoir un profil de température. En fait, il va grosso modo préchauffer la carte pour être sûr que le moment où ça soude, il est très bref, et que tout de suite après, ça refroidisse. L'avantage, c'est que pour les composants qui sont un peu fragiles, ils ne restent pas chauds très longtemps en fait. Sachant que pour la soudure, il y a différents types de pâtes. Il y en a certaines qui sont à basse température, qui fondent à 180 degrés. Donc c'est beaucoup plus bas que les 320 degrés que vous utilisez d'habitude. Si vous savez que vous avez des composants fragiles, n'hésitez pas à utiliser ce genre de pâte-là, surtout que pour retravailler les cartes après, c'est beaucoup plus facile. Parce que du coup, vous n'avez pas besoin de chauffer autant et c'est moins difficile à dessouder. Et bien dessouder justement, on y arrive. Bon, le principe de base de dessouder, c'est pas très compliqué. Vous avez réussi à amalgamer des pattes de composants sur le PCB avec de l'étain. Le problème, c'est que maintenant, vous avez besoin d'enlever le composant. Ce qu'il faut faire, il faut tout simplement faire fondre l'étain partout ou enlever l'étain patte par patte. En général, c'est plus simple de chauffer partout, mais quand vous êtes sur des résistances ou des composants dipôles, ça peut être assez simple de le faire en enlevant l'étain.
ou si vous avez prévu des trous très gros sur votre carte pour des pattes de composants qui ne sont pas si grosses que ça, vous avez une chance de retirer tout l'étain. Sur les CMS, quasiment impossible. Donc en général, le plus simple, c'est vous chauffez une patte, et avec une bruxelle, vous tirez sur le composant, puis vous chauffez l'autre patte, et puis vous tirez de l'autre côté, enfin vous faites un petit mouvement pour sortir le composant, mais il faut faire attention que ça ne casse pas le composant. Donc allez-y doucement. Idéalement, vous avez deux fers. Ça peut aider. Là, j'ai d'ailleurs déjà l'image de la tresse à dessouder. Ça, c'est pour nettoyer les pads. Parce que si vous voulez ressouder le composant derrière, il faut aussi enlever les restes d'étain. Parce que cette technique-là de chauffer et puis tirer, bah, ça laisse de l'étain sur les pads. Donc après, il faut réussir à l'enlever. Tresse à dessouder, pompe à dessouder, ça vous permet de nettoyer les pads pour pouvoir souder un autre composant derrière. Mais voilà, oui, il y a des composants qui sont fragiles, typiquement les connecteurs en plastique, ils n'aiment pas trop être chauffés, donc à moins que vous ayez vraiment du temps et que vous ayez l'habitude de le faire, vous êtes entraîné sur d'autres cartes avant, partez du principe que dessouder un connecteur en plastique, c'est quasiment possible. Une petite astuce quand même, c'est si vous pouvez, quand vous voulez le dessouder, vous laissez une prise branchée dedans. Déjà parce qu'elle va offrir un peu de masse thermique à ce composant-là. Et puis surtout, elle risque de vous offrir un peu plus de prise et surtout, elle va tenir les pins du connecteur alignés dans les trous de la prise qui est branchée dessus et ça évite qu'ils se mettent de travers parce que ça c'est le plus classique, vous chauffez, très bien, vous avez réussi à sortir le connecteur mais il y a un pin qui a tellement chauffé qu'il s'est mis de travers. Derrière, vous les branchez, ça ne rentre plus. Donc en laissant la prise dedans, au moins vous êtes sûr que ça reste dans l'axe. Et puis bien sûr, si vous tirez les composants un peu à la main parce que vous n'avez pas de bruxelles, faites attention de ne pas vous brûler. C'est 300 degrés, ça même du plastique, ça finit par chauffer. Alors, moi personnellement, pour dessouder, ce que j'aime bien, même sur les petits composants, c'est assez contre-intuitif, c'est de rajouter beaucoup de soudure. Pourquoi ? Tout simplement parce que plus il y a de soudure, plus il y a de masse à chauffer, et plus la chaleur va rester dans la soudure, ce qui vous laisse le temps de passer à la soudure de l'autre côté. Donc là, vous voyez un exemple un petit peu cavalier, c'est que j'ai une résistance, je lui rajoute de la soudure sur les deux côtés, et après, avec un seul fer, et simplement en alternant d'un pad à l'autre, j'arrive à finir par sortir la résistance. Alors certes, il faut que je le récupère sur mon fer avec une bruxelle après, et qu'ensuite je nettoie les pads, mais en soi, je n'ai pas fait d'effort mécanique pendant que je la dessoudais, puisque je l'ai seulement manipulée une fois qu'elle a été au bout de mon fer et déjà dessoudée. Bon, ça, c'est un petit peu cavalier comme technique, mais si jamais vous ne voulez pas, je sais pas, avoir un deuxième fer à souder, ce qui est quand même pratique, parce que vous pouvez même avec deux fers, vous pouvez faire Bruxelles, ça peut être une bonne idée. Ensuite, nettoyage et entretien. Donc quand vous avez une carte, c'est pas mal, après avoir soudé, de nettoyer la soudure. Pour une raison simple, c'est que la rosine elle va rester sur la carte et elle ne vous sert plus une fois que la soudure est faite. Donc moi j'aime bien gratter l'excédent avec le bout de ma bruxelle. Ça enlève le plus gros. Je nettoie ça avec un petit pinceau éventuellement. Et derrière, je dissous le reste, soit avec de l'alcool isopropylique, alcool IPA, soit avec des produits dédiés. Donc vous avez des bombes de flux remover, vous voyez, c'est une sorte de type sheet, sauf qu'au bout il y a une brosse, et la brosse vous permet de nettoyer directement. Donc c'est assez pratique. Et puis si jamais vous avez besoin de rincer votre carte, vous pouvez dans la plupart des cas le faire avec de l'eau distillée. Attention quand même, il y a quelques composants qui ne tolèrent pas trop, par exemple les buzzers et ce genre de choses ne sont pas trop fans. Pour le nettoyage de la pâte, donc j'avais commencé par ça en vous disant que c'est la première chose à faire. Juste une petite note sur les éponges, parce que je vois souvent des gens qui font pas la part des choses. L'éponge toute sèche, ça ne sert à rien. L'éponge qui est absolument gorgée d'eau à ras-bord ne sert à rien non plus. Pourquoi ? Parce qu'une éponge qui est chargée d'eau à ras-bord, elle va, à chaque fois que vous allez mettre la panne, faire un choc thermique. Le choc thermique entre la panne qui est à 300 degrés et l'eau qui est à température ambiante, au bout d'un moment, ça vous fait des micro-fractures sur votre panne et vous allez avoir des impuretés qui vont se loger dans ces micro-fractures et votre panne va perdre de cette capacité à être bien brillante, bien lisse. Donc, c'est à éviter. L'idéal, c'est vous gorger votre éponge d'eau. Une fois que vous l'avez bien gorgée, vous l'essorez un petit coup, pas complètement. Et normalement, elle est suffisamment humide pour éviter de brûler quand la panne vous la posez dessus. Mais elle n'est pas suffisamment mouillée pour faire un choc thermique trop fort.
Et de toute façon, ne laissez pas la panne dedans. Les gens qui font pendant 3 ans, ça ne marche pas. C'est pas ça qu'il faut faire. Vous faites un petit wipe sur l'éponge, pas plus. Au niveau de votre pompe à dessouder, elle n'a pas une capacité infinie, donc de temps en temps, c'est bien de l'ouvrir en dévissant le bouchon et de retirer l'excédent de paillettes de soudure qui s'est retrouvé dedans quand vous l'avez utilisé. Et de la même façon, votre tresse à dessouder, elle finit par être gorgée d'étain, donc régulièrement, il faut, avec la pince coupante, couper la partie qui est gorgée d'étain pour pouvoir avoir toujours un peu de cuivre nu derrière, prêt à accepter de la nouvelle soudure à retirer. Inutile de couper la partie où il y a le cuivre sans soudure. En général, ce que je conseille, c'est de laisser un demi-millimètre de tresse avec de l'étain dedans. Ça fait une sorte de zone d'amorce quand vous faites de l'abord. Et pour utiliser la tresse à souder, ce que je conseille en général, c'est de vous poser la tresse sur la pâte que vous voulez, la pâte que vous voulez dégager de sa soudure. Vous amenez votre fer. Et pour être sûr qu'il y ait un bon contact, comme si vous vouliez souder la tresse sur le pad, vous faites un tout petit apport de soudure. Il va juste amener suffisamment d'étain en fusion pour faire le lien entre la tresse et le pad qui est en dessous. Parce que bon, la pâte, vous la posez sur la tresse, elle a forcément un bon contact, mais en dessous, vous ne savez pas comment la tresse, qui est potentiellement rigide à cause de l'étain qu'elle contient, va réussir au moins à faire contact avec le pad. Et si elle ne fait pas contact, jamais elle enlèvera l'étain qui est dessus. C'est soudé, et maintenant, déjà vous commencez par faire une inspection visuelle. Donc il y a 2 catégories de soudures qu'il faut éviter, c'est les soudures sèches et les soudures avec pas assez d'étain. Les soudures sèches, c'est quoi? C'est tout simplement vous n'avez pas bien chauffé la pâte ou le pad et vous vous retrouvez en fait avec une mauvaise liaison mécanique. Donc si jamais il y a des efforts mécaniques sur le composant, la soudure va sauter et le composant sera plus connecté. Donc ça, on revient toujours à l'histoire de la petite pyramide. Si vous ne voyez pas une bonne pyramide, si vous voyez des bouts sur vos pins, ou si vous voyez une sorte de cratère de volcan autour de votre pâte, c'est que vous n'avez pas bien fait votre soudure. Et dans ce cas-là, n'hésitez pas à revenir au contact, rechauffer pad et pâte avec un petit apport d'étain pour bien remettre tout ça dans un bon liquide en fusion et que ça refasse un contact solide. Il y a aussi, quand vous faites du CMS, vous pouvez avoir des composants qui sont mis de travers quand vous soudez. Donc vérifiez bien que vous allez faire un contact avec un composant à côté. Et puis, il y a les petits aléas de soudure, donc il y a les fameux points de soudure dont je vous ai parlé tout à l'heure. Ça peut être des trucs très très fins. Donc là, vous avez un exemple qui date de cette semaine. Vous voyez, sous le composant, il n'y a l'air de rien à voir. Et en fait, quand on regarde en détail, il y a une toute petite bande d'étain qui fait contact entre 2 pads. Pour l'anecdote, ça a fait griller une carte à 200 €. Donc faites attention à ça. N'hésitez pas à sortir le testeur de continuité si vous avez le moindre doute. Lui, au moins, il est sûr de vous dire si ça passe ou pas le courant. Et c'est là où la lampe nucléaire peut être très utile pour faire cette inspection-là. Quand vous faites de la refusion, vous avez potentiellement de la pâte qui n'a pas été aspirée par capillarité sur le pad ou la pâte du composant, et du coup cette pâte-là, elle va s'agglomérer avec les billes adjacentes et faire des petites billes de soudure, qui généralement est collée au composant que vous avez soudé, parce que par capillarité de la résine, elle est restée dans une petite cavité. Donc là, vous voyez, avec la brossette, je suis en train de pousser des petites billes qui sont restées collées contre ma résistance. Ça, il faut mieux les enlever, parce que si vous les laissez, vous ne savez pas à quel moment elles vont se détacher et aller faire un contact là où vous ne voulez pas sur votre carte. Si jamais vous avez un doute sur une soudure, vous pouvez aussi faire un test de continuité. Si c'est sur un connecteur, bougez le connecteur pendant que vous faites le test de continuité. Sinon, vous pouvez voir ce qui se passe sur la photo là. En cas de mauvais contact, bon là c'est assez extrême, on est sur du 220 volts, ça a arqué, ça fait sauter les plombs. C'est un exemple très concret. Mauvaise soudure, les réalisations chinoises sont particulièrement sujettes aux soudures sèches. Donc si jamais vous avez un appareil qui vient du pays du soleil levant qui ne marche plus, et que vous l'ouvrez, commencez, la première chose à faire, c'est de vérifier que les soudures sont bien faites, donc n'hésitez pas à aller mettre un petit coup de fer dessus. Il y a des chances que ça résolve la panne. De préférence, un sapot de votre maison. C'est un peu extrême comme logo, mais partez du principe que quand vous soudez, vous manipulez de l'étain, parfois il y a du plomb dessus, parfois vous avez des résidus de matière que vous ne savez pas trop ce que c'est. Donc, moi, ce que je conseille comme règle d'or, c'est que vous avez fait de la soudure, le premier truc que vous faites avant de vous toucher le visage, avant d'aller manger votre sandwich, vous allez vous laver les mains
correctement. Ça ne vous empêchera pas de prendre quelques trucs pas très très bons dans le visage avec la fumée, etc. Après, c'est pas un truc, vous n'allez pas mourir à la première bouffée de fumée. Mais si vous soudez beaucoup, à la longue, ça peut quand même être dommageable. Donc faites un petit peu attention avec ça. Et puis après, c'est le baptême du feu. Donc il y a peut-être d'autres contrôles à faire avant, hein, mais je fais un petit fast-forward comme c'est pas le sujet. Et quand vous mettez sous tension, si jamais il y a de la fumée qui part, elle ne rentrera pas dans le composant et vous avez raté votre carte. Voilà. Pareil, hein, c'est un autre exemple. Ça c'est 1500 €, ça. Il va y avoir un atelier pratique pour ceux qui s'intéressent après pour mettre cette formation pratique sur de la soudure de CMS et de traversant. Pour ceux qui sont sur place, hein, ceux qui sont sur Twitch, je suis désolé, on n'a pas encore de soudure par remote. Et puis, si jamais vous avez besoin de plus de ressources, vous avez un petit QR code qui vous amène sur une liste de formations de soudure. Donc là, vous voyez en vidéo comment il faut procéder. Mais globalement, si on doit résumer, la soudure, c'est pas mal de pratique. Un petit peu de dextérité et puis pas mal de bon sens aussi, c'est-à-dire que observez ce que vous faites et puis derrière, n'hésitez pas à vous prendre en fait, hein, surtout sur les premières soudures. Quand vous choisissez vos outils, ça ne sert à rien d'acheter des fers à souder à 500 €, ça va juste aider un petit peu, mais globalement, si vous avez la bonne pratique, quelqu'un qui soude en ayant fait pas beaucoup de soudure, il peut s'en sortir avec un fer à 50 € chez Castorama. Et je vous ai montré des techniques un peu avancées dans cette formation avec les soudures CMS, etc. N'hésitez pas quand même à vous entraîner sur des trucs très très basiques, donc les composants traversants et tout ça. Voilà. Et typiquement les cartes inutilisées ou les vieilles cartes trouvées dans les trucs dans la rue, ça peut être aussi une technique pour s'entraîner pour vraiment pas cher. Voilà, bon courage dans vos soudures. Si vous avez des questions, je sais qu'il y en a. Soyez pas timides. J'en ai une. Je ne ferai pas la série suivante. Pendant que le zoom essaie de se faire, il faut arriver. Où les mises au point? Je voulais savoir s'il y avait une différence au niveau de l'étain entre l'étain classique et celui à billes. Peut-être il y en a un qui est plus résistant que l'autre dans le temps. Alors, le problème c'est que dans les deux catégories, il y a plein d'étains différents. J'ai pas voulu trop rentrer dans le détail technique. Il y a des étains qui tiennent effectivement plus dans le temps que d'autres. Il y en a qui se fondent plus à température plus ou moins élevée. Globalement, celui avec les billes, il a plus de rosine puisqu'il baigne dedans. Donc en termes de capillarité, ça se met plus en place. Il y a un truc qui, je ne vais pas montrer la vidéo, mais elle est dans le QR code, si vous voulez regarder après. Il y a un truc assez satisfaisant avec la soudure par refusion, c'est que le placement des composants se fait entre guillemets automatiquement par capillarité de cette pâte qui est en train de fondre et la rosine qui l'immerge. Donc techniquement, c'est plus facile d'aligner les composants en quantité avec la soudure en pâte à braser. Après, la soudure classique, elle a quand même comme avantage que c'est plus facile à stocker. Parce que la pâte à braser, elle se périme. Les bobines de fil à souder, quand vous les avez à l'atelier, elles durent quand même beaucoup plus longtemps. On peut avoir une bobine qui a 10 ans, il n'y a aucun problème, ça soude. La pâte à braser qui a 10 ans, ça risque de pas super bien se passer. C'est surtout ça. Hein. Conditions de conservation et puis faciliter l'alignement des composants. Ah, merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? C'est bon. Bon, bah merci à tous et bonne continuation pour les conférences. Hein? Oui, la salle, s'il y en a qui sont intéressés par l'atelier soudure, manifestez-vous, on va dans une salle. Ah. Je serai là aussi, mais... Ok, alors du coup là pour l'instant on va faire une petite pause sur le live, le temps de lancer la suite du programme. À tout de suite.